J'habite ou je lutte. ou je lutte. J'habite ou je lutte. J'habite ou je lutte. J'habite ou je lutte. Je m'appelle Vanessa Jérôme. Je suis sociologue du politique. Mon nom est Pierre-Luc Landry. Je suis écrivain et professeur en études littéraires, culturelles et médiatiques. La sociologie est une lutte. La littérature est un lieu. Et au croisement de ces territoires intellectuels, nous nous sommes rencontrés. J'habite ou je lutte. J'habite ou je lutte. Une série de conversations thématiques qui entrelacent art, littérature et sciences sociales pour discuter ensemble et avec nos invités de l'état du monde et contribuer à le transformer. Partager lectures, textes inachevés, photos prises sur le vif, souvenirs de films, musique ou sons incalculés, pensées virevoltantes, suspendues, reprises plus tard, plus loin ou abandonnées. Voyager par la pensée. Mettre les mots au pluriel pour faire honneur à la diversité des expériences et des vies humaines et non humaines. Crier nos colères sous toutes leurs formes. Échafauder ensemble des scénarios de transformation du monde. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. J'habite ou je lutte. Épisode 1. Conversation. Bonus. Entretien avec Damien Contandriopoulos, professeur à l'école de sciences infirmières de l'Université de Victoria. Alors bonjour Damien. Bonjour. On est ravis que tu aies accepté cet entretien pour parler d'un texte que tu as coécrit avec deux autres autrices, Nathalie Staké-Doucet et Joanna Schilling, qui s'appelle Fake Kindness, Caring and Symbolic Violence et qui est disponible sur le site Autorea depuis le mois de mai dernier. Ce texte nous a particulièrement intéressés parce qu'il fait écho en réalité aux conversations qu'on a déjà eues dans cet épisode à propos de l'ouvrage de Lee American et puis d'une autre conversation qu'on a eue pour l'autre bonus de l'épisode sur un autre texte à propos des safe space et des brave space. Donc on avait envie de t'entendre parce que ce texte entrait justement en conversation avec tous les autres textes qu'on avait mobilisés pour cet épisode. Un texte qui est inspiré, on sent, de votre pratique professionnelle dans le domaine des soins infirmiers, mais qui évidemment va bien au-delà et suscite bien d'autres réflexions, d'autres débats. Alors Damien, peut-être la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi ce texte ? Comment vous avez eu l'idée d'écrire ce texte ? Il y a une citation pseudo-chinoise totalement apocryphe là, qui dit que le poisson est mal placé pour découvrir l'existence de l'eau. Et je pense que le texte est un peu lié à ça. C'est que je suis quelqu'un de mésadapté à mon environnement, dans le sens où je suis un non-infirmier en sciences infirmières. Je suis un homme dans une discipline féminine. Je suis un francophone dans une province anglophone. Et donc, je suis chroniquement mésadapté à mon environnement. Ce qui fait qu'il y a des jours où c'est pénible, mais ça donne aussi, comme ça rend plus visible certaines choses, je pense. Et je me suis rendu compte que je me heurtais souvent à des comportements qui, moi, me hérissent, qui sont des gens qui adoptent des manifestations extérieures de comportement, de voix, etc., de langage, qui vise à, dans ma perception, qui vise à me contraindre à me comporter poliment et à ne pas finalement dire ce que j'ai envie de dire, ne pas être moi-même. Et je les ai autour de moi tout le temps, ces gens-là. Ça m'a pris longtemps, puis en fait, ça m'a pris un épisode récent un peu traumatique, mais pour arriver à tout d'un coup décoder qu'est-ce qui se passait. Pourquoi cette espèce de fausse gentillesse sirupeuse dont on m'enrobait
à quel point c'était un filet pour me contrôler. Et donc, c'est vraiment, à l'origine, c'était vraiment centré sur moi-même et mon nombril. Et c'était un exercice un peu thérapeutique d'essayer pour moi de comprendre où ça en était. Puis aussi, j'ai parlé un peu à des gens autour. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à théoriser un peu là-dessus. Et puis c'est là où j'ai été parler avec Nathalie et quelqu'un avec qui je travaille depuis des temps immémoriaux et avec qui, chaque fois, on a des façons de voir qui sont complémentaires. Fait que ça m'a aidé. Et Johanna, qui est une brillante étudiante de doc à UVic et qui, elle aussi, a apporté des trucs comme complémentaires. Puis finalement, à trois, ben, j'ai l'impression qu'on explique des choses que ben, j'avais jamais lues avant. Donc, voilà. Et donc, c'est ce que vous appelez dans votre article fake kindness. C'est dans le titre de l'article et on le retrouve, bon, évidemment, c'est défini et c'est décrit et c'est trituré sous toutes ses formes dans votre texte. Je me suis demandé par curiosité, mais aussi par plaisir, comment on pourrait traduire en français fake kindness. Et donc, j'ai quelques suggestions pour toi et tu nous dis ce que tu en penses. Et vous avez peut-être de votre côté déjà réfléchi à la question, mais j'ai pensé à une bienveillance bidon, peut-être, ou une bienveillance artificielle. C'est un concept, en tout cas, qui pourrait être très effectif pour réfléchir aux conversations comme on veut les mener. Mais voilà, je voulais te proposer cette traduction-là et voir ce que tu en penses et si vous aviez réfléchi à cette question-là de votre côté déjà. Oui, on en a parlé un peu et en fait, moi, j'utilisais gentillesse, mais en fait, bienveillance, c'est une bien meilleure traduction. Fait que tout à fait bienveillance bidon ou fausse bienveillance ou bienveillance instrumentale, je sais pas. Mais l'idée, c'est toujours de tremper les gens dans un sirop sucré qui fait qu'ensuite, ils sont tout collés dans leur comportement et ils peuvent plus réagir. Et c'est sûr qu'en tant qu'outil de contrôle des comportements, puis pour éviter, finalement, c'est pour éviter que les gens se rebellent, pour éviter que les gens se fâchent, pour éviter que les gens soient eux-mêmes, puis pour, au fond, éviter que les gens se permettent d'exprimer des choses qui en viennent à déranger l'ordre établi. La stratégie de la fausse bienveillance vise ça. C'est sur le fond vraiment un outil anti-révolutionnaire. C'est un outil de contrôle, d'obéissance et de maintien de l'ordre établi. Alors moi, ça m'a particulièrement intéressé cet aspect-là du texte parce que cette bienveillance artificielle, alors utilisons bienveillance bidon, moi je la ressens comme une violence. Oui, c'est une contention, c'est un empêchement, c'est un cantonnement, une cornérisation. Je crois que j'ai employé le terme dans notre conversation précédente. Donc, pour moi, c'est une violence. Et j'étais intéressée, évidemment, aussi de t'entendre sur le choix que vous avez fait d'utiliser, de mobiliser Pierre Bourdieu ici dans cette conversation, qui est effectivement sûrement un des plus fins analystes de la violence symbolique, hein, à la fois comme un outil de discipline sociale et puis une manifestation des hiérarchies intériorisées, parce qu'on incorpore le monde social, on l'enseigne, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Voilà, on nous docilise, on nous dresse, on nous pacifie d'une certaine manière, et parfois peut-être on va trop loin. Alors, pourquoi Pierre Bourdieu plutôt qu'un autre ou une autre? Ça, c'est juste moi. J'ai fait une maîtrise en anthropologie, mais très longtemps. Et avant ça, j'avais fait un bac en bio, en pas grand-chose. Et pendant ma maîtrise, tout d'un coup, j'ai découvert les sciences sociales. Et il y a eu quelques séminaires de Bernard Bernier, un prof à l'UDM, qui est un bourdieusien et pas seulement, mais qui tout d'un coup m'a comme fait lire plein de Bourdieu et ça a été comme tilt. À ce moment-là, pour moi, ça a clairement résonné. J'ai utilisé beaucoup Bourdieu dans ma maîtrise. Ensuite, j'ai fait un doc en santé publique qui était très sociologique à la base. J'ai utilisé beaucoup de Bourdieu. J'ai été à Paris faire un stage à l'École des hautes études en sciences sociales. J'ai assisté au dernier séminaire de Bourdieu. Donc, dans l'âme, je suis très bourdieusien et donc quand je me frappe la tête sur un phénomène social, juste parce que c'est comme ça que j'ai été dressé, j'analyse les choses à la Bourdieu. Alors, Pierre Bourdieu disait, entre autres, 1000 choses intelligentes sur ce monde, on ne se pose qu'en s'opposant, qui fait écho dans ma mémoire à un autre texte de méthodologie que j'aime beaucoup, qui s'appelle S'imposer aux imposants, qui est un texte de retour de terrain de jeunes doctorantes qui décrivaient justement dans ce texte comment, quand on interroge des gens, quand on est un chercheur en sciences sociales, on peut se retrouver dans des situations où on a du mal à s'imposer aux imposants, qui essayent de nous en imposer
imposés par tout un tas de dispositifs, soit nous mettre sur des toutes petites chaises alors qu'ils sont sur des grands fauteuils, parce qu'il y a évidemment des dispositifs scéniques. Erving Goffman nous apprend ça aussi beaucoup, comment le monde social est une scène sur laquelle chacun joue sa partition. Et donc, je voyais, moi, dans la mobilisation de Pierre Bourdieu, quelque chose de très structurel, de très structurant, parce que là, vous partez, il y a un terrain qui est les soins infirmiers, mais on peut monter en généralité, on peut aller bien au-delà avec ce texte. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il pourrait dire du monde infirmier, évidemment, mais aussi du monde en général, d'une certaine manière, où chacun est confronté à ce type de violence ou à ce type d'interrogation sur la manière de trouver sa place dans un système d'oppression, évidemment, multivarié. Oui, alors, la fausse bienveillance est un outil social qui est utilisé par des dominants dans le système. C'est jamais quelque chose que les gens qui sont dominés ou à un niveau social dans lequel essentiellement le pouvoir s'exerce sur eux peuvent pas mobiliser la fausse bienveillance. C'est un outil dans lequel la personne qui exerce un contrôle, qui exerce son pouvoir, possède suffisamment de leviers déjà existants parce que l'organisation lui donne le pouvoir, parce que c'est le patron, parce que c'est le boss, parce que c'est le contremaître, parce que la société lui donne du pouvoir, parce que c'est quelqu'un à qui on reconnaît des diplômes, à qui on reconnaît la légitimité, parce que cette personne-là est déjà tout en haut. Elle n'a pas besoin d'utiliser des tours rhétoriques pour convaincre, elle n'a pas besoin de monter le ton pour imposer. Elle peut juste imposer sa volonté aux autres. Et donc, quelqu'un qui est dans une position comme ça dans la société, son principal défi, c'est d'essayer de contrôler la réaction de l'autre, essayer d'éviter, donc d'imposer son pouvoir, mais d'essayer de faire en sorte que l'autre arrête de résister, accepte son sort, se taise et obéisse. La fausse bienveillance, elle vise ça. Donc, c'est quelqu'un qui va adopter tous les comportements extérieurs de la gentillesse, de la bienveillance. Un ton doucereux, des sourires figés, une espèce d'effacement dans l'espace physique. Et en faisant ça, on coince l'interlocuteur soit on se rebelle face à l'imposition qu'on a d'ordre, de violence, de discipline. Soit on se rebelle, on élève la voix, on arrête d'être poli, on arrête d'être gentil. Et dans ces cas-là, on s'auto-contraint à montrer qu'effectivement, c'est nous le dysfonctionnel, c'est pas bien. On s'est permis d'élever la voix, on s'est permis de dire ce qu'on pensait, alors face à quelqu'un qui était si gentil. Et donc, c'est une forme, finalement, on utilise beaucoup de tone policing là, pour dire si je te dis gentiment que tu es renvoyé, tu dois accepter gentiment ton renvoi et poliment refermer la porte sans la claquer. L'idée là-dedans, c'est la même chose que cette notion de limiter le ton de voix, mais c'est plus globalement, c'est limiter la totalité de ses comportements, s'écraser et obéir. Et puis, c'est quelque chose qui est aussi genré dans le sens où la violence symbolique est non genrée. La violence symbolique dans nos sociétés existe comme un outil de maintien des structures sociales partout où elles sont. Et la violence symbolique est probablement beaucoup plus... les femmes et les gens qui s'identifient comme des femmes sont probablement beaucoup plus exposés à la violence symbolique en général. Mais la fausse bienveillance comme une forme particulière de violence symbolique est un outil qui est plus utilisé par des femmes en position de pouvoir dans la société. Et là-dessus, c'est sûr que ça touche mon terrain, dans le sens où, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, dans le domaine des soins infirmiers, j'ai beaucoup plus autour de moi de femmes en position d'autorité. Donc, ça me donne plus l'occasion d'observer le phénomène que d'autres. Mais c'est pas la seule chose. Une personne qui m'a beaucoup inspiré là-dessus pendant la pandémie, c'est Dr. Bonnie Henry. Dr. Henry, pour moi, est une des virtuoses de l'utilisation de la fausse bienveillance. C'est quelqu'un qui a vraiment toujours cet aspect extrêmement poli, doucereux, gentil, et qui explique avec une petite voix et un petit sourire et un petit ailleurs qu'à partir de maintenant, les gens vont être priés d'aller mourir tranquillement dans leur coin. Et encore une fois, et on l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu partout dans les médias, critiquer Dr. Henry, c'est être un monstre, c'est être quelqu'un qui est forcément une mauvaise personne, parce que comment peut-on se permettre de critiquer un individu si doux et si gentil? Et puis, à la fin, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme
l'opposé d'une attaque ad hominem. Une attaque ad hominem, donc, c'est de prendre les traits particuliers de l'individu et de les utiliser contre lui en disant finalement, c'est pas tes idées dont je vais parler, mais je vais parler de toi parce que c'est plus facile à critiquer. C'est l'inverse, c'est d'empêcher d'attaquer les idées de quelqu'un sur la base du fait que cette personne-là, dans son comportement, est tellement adorable que ses idées aussi en deviennent inattaquables. Et ça, comme universitaire, ce truc social pour rendre des idées indiscutables m'énerve. Parce que on vit la fin du monde. On rigole avec ma conjointe en disant, elle est plutôt de l'avis qu'on va mourir dans des problèmes liés aux transitions climatiques, changement climatique. Et moi, je suis plutôt de l'avis qu'on va mourir dans un camp d'internement néo-fasciste parce qu'on va avoir été étiqueté de gauche. Et donc, on discute à la maison de savoir, dans les prochaines années, de quoi on va mourir. Mais on est vraiment en train d'assister à la fin du monde. Et comme je ne suis pas une personne relaxe, moi, ça me stresse. Ça me stresse d'être en train de participer à la fin du monde. Je trouve le scénario nul et ça m'énerve dans un contexte comme ça d'être enveloppé de gens qui utilisent des trucs sociaux pour essayer de me dire « Mais calme-toi, tu disparais tranquillement. » Ben, dans ce contexte-là et dans le contexte qui est le nôtre aussi de J'habite où je lutte, où on veut établir des lieux où on peut justement entrer en conversation, avoir des conversations difficiles, entrer en dialogue avec des gens, réfléchir à toutes ces questions-là, qu'est-ce qu'on peut opposer à la fausse bienveillance? Sinon, parce que de la manière dont je comprends le concept que vous développez dans l'article, c'est que la fausse bienveillance, elle vise à ce qu'on s'écrase. Donc ça, c'est une des réactions possibles, s'écraser devant cette fausse bienveillance et accepter tout ce qu'on nous dit gentiment et doucement sous prétexte que le ton dicte le contenu du message, ou on s'y oppose et là, à ce moment-là, comme tu l'as si bien mentionné déjà, on est étiqueté comme étant, de gauche d'abord, mais dans quelques contextes que ce soit comme étant rebelle, indiscipliné, irrévérencieux, etc., etc. Et à ce moment-là, nos arguments n'ont plus de valeur aux yeux des personnes qui nous ont imposé cette fausse bienveillance. Donc, est-ce qu'il y aurait une troisième voie de sortie? Est-ce qu'il y aurait une manière, d'après toi et d'après vous, avec tes co-autrices, de s'extraire de ce piège de la fausse bienveillance, ou à tout le moins, en tout cas, d'être capable de le nommer et de le faire constater autour de soi? Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est vraiment la dernière option, celle que tu as mentionnée. En écrivant le texte, l'espoir, c'est un peu de... je pense que c'est un truc qui marche seulement dans la mesure où on ne nomme pas. Si on commence à être capable de renvoyer aux gens en disant « Arrêtez d'essayer de me tremper dans votre sucre, je vois ce que vous faites et je refuse de participer. » De la même façon que quand on utilise des termes là, comme... gaslighting ou tone policing, le fait qu'on renvoie à la personne qui utilise le truc une étiquette en disant « mais je vois ce que vous faites et je refuse de participer », ça n'empêche pas complètement l'efficacité, mais ça vient quand même pas mal miner l'efficacité du truc social. Donc, ce qu'on veut faire avec le terme de fake kindness, c'est un peu ça, c'est de donner aux gens une lecture qui leur permet de dire « oh, c'est ça qu'on me fait en ce moment et je refuse de le faire ». Et d'accepter le fait que, en fait, si je dois choisir entre m'écraser poliment ou passer pour un dysfonctionnel en m'énervant un peu, je pense que, personnellement, je préfère m'énerver un peu. En même temps, je dis ça, et il faut voir qu'une des choses vraiment qui rend l'approche de fake kindness possible, c'est la complicité institutionnelle. Mm-hmm. Beaucoup d'institutions, je vais nommer aucune université, mais c'est sûr qu'il y en a qui me viennent à la tête, sont absolument complices de donner du pouvoir à des gens qui sont avant tout des manipulateurs en leur offrant un éventail de contrôle disciplinaire et institutionnel qui impose des règles dans lesquelles il est interdit, par exemple, de lever le ton, mais il est parfaitement possible de dire des abominations sur un petit ton doucereux. On peut défendre des idées qui littéralement tuent des gens à condition de le faire poliment. Mais critiquer ces idées-là en utilisant des mots qui peuvent être considérés comme grossiers, mais ça, par contre, c'est sujet à des mécanismes disciplinaires. Et là-dessus, on est dans des sociétés où je pense qu'on est en train de rechercher un peu cet équilibre entre qu'est-ce qui constitue vraiment l'inacceptable. Mm-hmm. Est-ce que c'est le terme
cisgenres, par exemple, pour ne pas prendre cet exemple particulier d'une certaine plateforme de réseaux sociaux récemment dont le propriétaire a déterminé que cis était une insulte et donc que c'était inacceptable sur cette plateforme. En fait, on est en train de nous dire que la transphobie est acceptable sur cette plateforme tant qu'elle s'exprime de façon polie et détournée, mais que la réaction à cette transphobie-là est impossible. Donc, ça prend aussi une certaine forme de privilège pour être en mesure de s'opposer à la fausse bienveillance dans une certaine mesure. Oui, et je pense qu'on voit très clairement là, dans tous les discours de droite puis conservateurs au niveau social, cet effort pour interdire un certain nombre d'idées. Mais on le voit aussi de l'autre côté, avec une défense un peu mécaniste là, du droit absolu ou de l'obligation à utiliser certains termes. Et je pense que c'est une caractéristique de notre époque sur le fait que le langage et les attentes sociales sur qu'est-ce qu'on peut dire et quand sont extrêmement codées et sont codées d'une façon qui, à mon avis, est parfois trop simple. On a tous ces débats qui, à mon sens, sont super artificiels sur les termes, tel terme dans tel contexte. Là, tu as mentionné le terme cis, mais il y en a plein, woke en ce moment, il y en a plein d'autres, mais le terme lui-même là, est décortiqué comme si l'essence était dans le mot. Le signifiant n'est jamais dans le mot. Ça dépend de qui, ça dépend de quand, ça dépend de pourquoi, ça dépend de comment. Et je trouve que c'est un piège en termes de capacité à résister, encore une fois, puis à transformer le monde, que de se ramasser à se prendre les pieds dans les fleurs du tapis sur un mot ou un terme, à savoir est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, est-ce que woke c'est bien, est-ce que woke c'est mauvais, alors qu'on s'en fout à la fin. Je veux dire, c'est pas le terme le problème, c'est les phénomènes qui sont derrière, c'est les phénomènes sociaux en tant que tels. Puis je pense qu'on souvent on se prend les pieds dans le tapis sur la linguistique plutôt que la sociologie. Mais c'était une chose que je trouvais importante et qui me motivait à faire circuler ce texte, parce que je trouve qu'il est pile à l'endroit juste. Je crois que ce que vous réussissez à faire, et qui est peut-être, alors je ne sais pas s'il y a une alliance possible, une lutte convergente de ceux qui veulent le faire, mais c'est déchirer le voile. Moi, j'aime beaucoup quand tu dis... Vous essayez finalement de me contenir, vous essayez de me polisser au sens de ma langue, au sens de mes comportements, au sens de mes pensées, mais moi je vais vous montrer que je ne suis pas dupe en fait. Il y a une alliance des non-dupes ici peut-être à construire, de dire voilà, ne croyez pas qu'on ne vous voit pas, on vous voit, qui est un mot d'ordre qui a beaucoup aussi circulé dans les milieux militants, notamment féministes. Hein. On vous voit, on sait que vous êtes là, vous vous cachez sous des mots, sous des discours, sous des fausses alliances, parce qu'il y a aussi la question des faux alliés, hein, dans le fond, dans ce champ-là tout particulièrement, mais on vous voit. Donc ça, j'aime beaucoup l'idée de ce texte, de dire que, encore une fois, même s'il y a toute la force des institutions derrière, parce qu'elle est colossale, la force des institutions, qui permettent ça, qui justifient ça, qui légitiment cette sorte de bienveillance artificielle et qui s'auto-reproduisent d'une certaine manière autour de cette fausse bienveillance. C'était ce que tu mentionnais tout à l'heure avec l'exemple de Bonnie Henry. Voilà, Bonnie Henry, c'est une femme politique. Elle a, voilà, il y a un mode de gouvernement, de pouvoir, pour pas dire de biopouvoir, pour le dire à la Michel Foucault, voilà, qui est inscrite dans cette manière aussi d'envisager son propre rôle dans l'institution, et quelque chose des non-dupes, une alliance des non-dupes me venait comme l'espoir de ceux qui n'en ont plus peut-être dans cette situation de fin des mondes, en tout cas du monde tel qu'on l'a connu. Est-ce que pour toi, c'est une option possible, cette alliance des non-dupes? Je suis quelqu'un de profondément pessimiste et chaque fois, je me dis, ah, mais là, j'ai atteint le fond du baril du cynisme pessimiste et je découvre des nouvelles profondeurs dans lesquelles je m'enfonce. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment de l'espoir. En fait, je sais que je ne suis pas la bonne personne pour trouver des perspectives d'espoir. J'ai l'impression que même juste en termes d'autodéfense, ma propre capacité à ne pas devenir fou, décortiquer et nommer, ça m'aide.
Et ne serait juste ne pas plonger juste dans l'impression qu'on s'effondre soi-même, c'est une stratégie de résistance. Arriver à trouver des gens avec qui on est capable de justement discuter, pointer les yeux du doigt. Le papier Fake Kindness, je l'ai mis, donc il est soumis à une revue scientifique, mais pour l'instant, il est avec les réviseurs, on verra s'il le publie. Là, il est sur un preprint. Je l'ai mis sur Twitter, ça s'appelle plus comme ça. Mais en tout cas, je l'ai mis sur Twitter et a été partagé 2000 et quelques fois. Plus de 2000 fois, le papier a été téléchargé. C'est beaucoup pour un papier scientifique. Oui. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est en fait d'avoir des commentaires, des gens qui m'écrivent en disant « Ah, ça m'a beaucoup aidé parce que en fait, là, ça m'a permis de voir des choses. » Puis je pense que c'est ça, parce qu'après ça, ça permet de structurer une alliance, servir d'outil dans des mouvements de gens qui essayent de déchirer le voile. Je ne suis peut-être pas si ambitieux que ça, mais ne serait-ce que d'aider certaines personnes à comprendre ce qui leur arrive, je pense que ce serait déjà mieux que ce que j'espère. Ben nous, on s'en empare en tout cas parce que dans nos conversations, notamment sur la question de Brave Space, si on cherche à établir des espaces de bravoure et de courage plutôt que des espaces de confort et de sécurité, dans cet article-là, en tout cas, on comprend davantage quelles négociations sont nécessaires pour pouvoir s'éloigner des parades hypocrites. Et dans le fond, bon, vous appliquez votre réflexion au domaine des soins infirmiers et vous signalez aussi dans l'article que ça peut être appliqué également dans l'enseignement, mais de notre côté, on choisit de le lire aussi comme un avertissement pour quelque chose, pour quelques projets que ce soit, en fait. Tout projet qui compose avec la justice sociale devrait se poser des questions, à savoir, est-ce qu'on utilise en ce moment le fake kindness, la bienveillance bidon pour passer notre message d'une manière condescendante ou est-ce qu'on reproduit même par le ton qu'on emploie des stratégies de dominance ou d'oppression? Est-ce qu'on empêche certaines voix d'être entendues parce qu'on va polisser le ton? Est-ce qu'on n'est pas en train de justement, comme tu le disais tout à l'heure, de faire toute une tempête avec un mot et que pendant qu'on fait cette tempête-là, on ne se préoccupe pas de la situation ou du sujet? Donc, pour moi, enfin, et Vanessa, je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, mais c'est que cet article, s'il a été lu et partagé autant de fois, c'est parce qu'il nomme quelque chose que je pense beaucoup d'entre nous avons déjà vécu et quelque chose face à quoi on a beaucoup de difficultés à opposer quoi que ce soit, sinon une rébellion la plus totale et une résistance vraiment qui est à la fois linguistique, mais qui est aussi très ancrée dans la pratique. On est sûrement beaucoup à connaître le prix, ou les prix d'être celui ou celle qui déchire le voile. Et peut-être que pour finir cet entretien, j'avais envie de vous offrir des mots qui, bien sûr, ne sont pas les miens, mais qui sont ceux du poète René Char, que vous connaissez peut-être, et qui m'a apporté beaucoup de réconfort personnel. Donc peut-être que ça marchera aussi pour vous quand on dit, mais voilà, vous êtes celui qui déchire le voile, vous êtes le troublion, vous êtes celui qui empêche de tourner en rond, vous êtes donc un élément nuisible, nocif de la société parce que vous êtes celui qui rompt cet apparent consensus, cette paix, cette, j'ose dire, chillness, parce que ici c'est sur la côte ouest, c'est chill, chill, chill. Non, mais moi je chill pas, ou je chillerai quand tout le monde s'occupera d'essayer d'empêcher la fin du monde. Si vous voulez que je me détende, alors occupez-vous du monde, parce que je vois pas comment je pourrais être détendue dans un monde qui s'en va par tous les bouts et puis tout le monde s'en fout. Et comment on cède à se conforter finalement dans cette, pas à se complaire, mais à tenir debout. Quand on est celui qui occupe cette position. René Char disait « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. » Très joli. Ça rappelle presque un sujet de bac, là, mais bon. Moi, je pense, peut-être moi, je finirais là-dessus sur une note plus personnelle. Dans ma vie précédente, j'étais prof au Québec, à l'Université de Montréal, mais dans ma carrière précédente au Québec, j'avais une chaire de recherche, j'avais pas mal d'expositions médiatiques. Et j'avais une position dans la hiérarchie académique qui était beaucoup plus haute que celle que j'ai maintenant. Et en fait, je pense que je voyais aussi moins les stratégies que je décris dans le papier parce que j'étais
dans le cercle de ceux qui sont plutôt en haut, dans ceux qui sont plus puissants. Et en fait, quand on s'opposait à moi, on n'utilisait pas ces outils-là. On utilisait des outils on peut discréditer les idées, on faisait du ad hominem, mais on ne faisait pas de la fake kindness avec moi parce que je n'étais pas un subalterne. Puis en 2018, j'ai fait un suicide professionnel et en fait, je me ramasse ici. On m'explique comment il marche le photocopieur. Là. Je veux dire, on me prend de haut régulièrement et ça a rendu tout d'un coup, je me suis ramassé, exposé à des stratégies qu'avant, je ne voyais pas. Et je pense qu'il y a aussi un apprentissage qui se fait il y a quelque chose à apprendre quand on se retrouve aussi exposé à de la violence, exposé à des positions subalternes. Et comme ils disent en anglais, là, quand la vie te donne des citrons, c'est bien d'apprendre à faire de la limonade. Je pense que le papier fake kindness, c'est ça. C'est un gros pichet de limonade académique qui est le produit de la digestion d'un paquet de citrons qu'on s'est fait lancer. Ben, en tout cas, une limonade que nous, on a bu et dont on reparlera sans aucun doute dans nos prochains repas, alors qu'elle nous manquera ou qu'on y fera référence pour se préparer à ce qui nous attend. Merci beaucoup, Damien Contandriopoulos, d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Merci. Et merci d'avoir écrit cet article avec vos collègues Nathalie Staquet-Doucet et Joanna Schilling. Je rappelle le titre « Fake Kindness, Caring and Symbolic Violence », disponible pour l'instant en ligne sur la plateforme Autoréa et sur notre site web. Merci beaucoup. Poursuivons les échanges par site web interposé. Rejoignez-nous sur j'habiteoujolutte.com pour découvrir les références des livres cités, pour y trouver également des textes inédits, des entrevues, des vidéos, des photos, des illustrations. Et puis n'hésitez pas à nous écrire, à nous rejoindre. Ce projet est aussi le vôtre et vous y êtes les bienvenus. J'habite où je lutte est une production indépendante, écrite, réalisée et animée par Vanessa Jérôme et Pierre-Luc Landry. Avec au montage, Sofian Al-Kurdi. À l'habillage sonore, Stéphania Bécanou et Sofian Al-Kurdi. Et à l'habillage visuel, Stéphania Bécanou.